Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau voyage temporel à l'époque bénie des massacres par intérêt, des trahisons politiques et des divisions en France. Les mandats de Mitterrand? Non, les guerres de religion. Nous voilà donc transportés à l'époque dite de la Renaissance. Une époque de renaissance artistique, culturelle et sociétale, marquant la fin de l'âge des ténèbres qui est le Moyen-Âge. Bon, plus sérieusement, il est bon ici de déconstruire un mythe. Le Moyen-Âge n'était pas du tout un âge sombre, où l'on passait son temps à s'entretuer dans la crasse et la sauvagerie, comme le décrit la vision populaire. Ah bon? Au contraire même, sous bien des aspects, le Moyen-Âge est un âge de renouveau, et de nouveaux départs posant les bases du monde dans lequel nous vivons actuellement. En opposition à cela, la Renaissance a vu un nombre de guerres, d'épidémies et de massacres bien supérieur à celle du Moyen-Âge. Le mot Renaissance n'est d'ailleurs pas le terme le plus adapté, et on qualifiera cette période plus d'époque moderne. Parenthèse fermée, revenons au sujet principal, avec le contexte de cet épisode. Je tiens à rappeler également que je parlerai ici des guerres de religion en France, et non globalement en Europe. Sur ce, commençons la vidéo. En France, les guerres de religion occupent une place des plus importantes de notre histoire. On a souvent tendance à réduire ce conflit en opposition binaire, d'un côté les gentils protestants pacifistes et tolérants, aux méchants catholiques violents et persécuteurs. Comme toujours, en histoire, il y a un juste milieu, et les deux camps ont fomenté des actions terribles dans ce contexte de guerre. Car oui, les protestants ont aussi fait des massacres, comme à Nîmes, et les catholiques ont essayé de faire la paix, comme Michel de l'Hospital. Cette mémoire sélective des événements ressemble à celle que l'on pratique avec la guerre d'Algérie, entre d'un côté les méchants français et de l'autre les pauvres Algériens. Et c'est pas très agréable. D'ailleurs, cela fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Pour bien comprendre les événements ayant mené à cette guerre de religion, je vais vous contextualiser ce conflit de manière synthétique. Tout commence au début du XVIe siècle en Europe. L'Église catholique traverse une grave crise morale. Abus, scandales et guerres vont discréditer les représentants de l'Église dans une grande partie de l'Europe. Une fracture religieuse sans précédent va déchirer l'unité catholique, avec la réforme protestante. Cette réforme appelle à revenir à une foi plus stricte et à la fin de l'opulence du clergé. On nommera par la suite les réformateurs de protestants, car ces derniers protestent contre les abus de l'Église. Deux courants majeurs de cette réforme apparaissent, le luthéranisme, du moine allemand Martin Luther, et le calvinisme, du théologien français Jean Calvin. Très vite, toute l'Europe du Nord et une bonne partie de l'Europe centrale est touchée par la réforme. L'Occident est dès lors profondément divisé religieusement. Ces divisions religieuses vont être pour les siècles à venir le nerf de la plupart des guerres, comme la guerre de 30 ans par exemple. En France, le catholicisme subsiste très largement, mais une poche de territoire protestant calviniste fait son apparition dans le Midi. Cette minorité calviniste se montre au départ bien intégrée, n'opposant que très peu de résistance au pouvoir royal de Louis XII puis de François Ier. Pourtant, en 1534, un événement va déclencher une réaction en chaîne dévastatrice pour la France, l'affaire des placards. En 1534, des protestants placardent des pamphlets insultants envers la foi catholique dans diverses villes du royaume, dont la plupart sont farouchement catholiques, comme Paris. L'affront est ultime lorsqu'un de ces groupes placarde une des affiches sur la porte du roi au château d'Amboise. Ici, il faut comprendre que le roi de France est fait roi par la grâce de Dieu selon les rites catholiques. Remettre en cause la validité du catholicisme, c'est remettre en cause la légitimité même du roi, et en ces temps de premier absolutisme royal, c'est un affront suprême. François Ier punira sévèrement les coupables par le bûcher, sonnant le début des répressions et lançant la machine infernale des guerres civiles. Bien qu'il ne s'agisse que de simples pamphlets insultants,
l'acte est très grave, et les conséquences catastrophiques. Les catholiques se sentent profondément insultés par les protestants, et vont dès lors leur vouer une haine sans précédent. Haine partagée par les protestants qui se sentent persécutés par le pouvoir royal et les catholiques du royaume. Et surtout, le pouvoir royal choisit enfin son camp. Ce sera celui des catholiques. La fracture religieuse du royaume est entamée définitivement. Quelques années plus tard, la pression stagne et la guerre civile n'est pas encore envisagée de part et d'autre des deux camps. Il faut dire que les guerres d'Italie occupent trop le roi de France pour qu'il s'en réoccupe réellement. La mort de François Ier en 1547 place son fils Henri II sur le trône. Ce dernier est encore plus hostile aux protestants que son père et souhaite limiter au plus leur influence. C'est également à cette période que le roi se lie d'amitié pour un certain François de Guise, dont la famille va jouer un rôle déterminant dans les événements à suivre. En 1559, la paix de Cateau-Cambrésis entre Valois et Habsbourg met fin aux guerres d'Italie. La question protestante est donc réouverte. Mais la même année, un drame va redistribuer les cartes du pouvoir. Henri II, blessé mortellement lors d'une joute, c'est son fils François II qui lui succède. Il est jeune, faible et inexpérimenté. Il ne régnera qu'1 an avant de laisser place à son jeune frère Charles IX, qui n'a que 10 ans. Sa mère Catherine de Médicis assure la régence. Catherine tente de calmer les tensions internes et de faire coexister catholiques et protestants autour du roi. Elle fait accepter un édit de tolérance nommé édit de Janvier en 1562. Cette politique, menée avec Michel de l'Hospital, échoue à cause des tensions accumulées depuis l'affaire des placards. Les catholiques en veulent aux protestants et les protestants n'ont aucune confiance au pouvoir royal. L'événement qui met le feu aux poudres est le massacre de Vassy en 1562. Le duc François de Guise, un catholique extrémiste, est chassé du pouvoir après l'édit de Janvier, car considéré comme dangereux. En 1562, il surprend sur ses terres à Vassy une assemblée protestante au sein de la ville, alors que l'édit de Janvier précise que leurs réunions doivent se dérouler en dehors de la ville. Il massacre la totalité des protestants sur place, donnant aux protestants un prétexte pour déclarer la guerre aux catholiques. La suite des événements va être parmi les plus tragiques de l'histoire de France. La guerre civile va durer de 1562 à 1598, va ruiner le pays, fragiliser ses institutions, renforcer les adversaires de la France et décimer la population française. Bien que le roi Henri IV mette fin aux guerres grâce à l'édit de Nantes, la défiance entre catholiques et protestants va perdurer en France et gangréner les règnes de Louis XIII et Louis XIV. Il faudra attendre au final la Révolution française pour que la fracture née de ces conflits disparaisse définitivement. Vous comprenez à présent, cher public, que ces guerres de religion ont joué un rôle déterminant dans l'histoire de notre pays, et leur absence aurait changé à jamais le monde dans lequel nous sommes. Et nous allons voir ensemble les changements que cette absence aurait apportés à notre monde. Tout d'abord, avant de changer à jamais le monde tel qu'il est, il nous faut trouver un événement à changer afin de rendre crédible ce scénario. Dans le monde de l'Uchronie, c'est plus souvent les événements passifs ayant eu de grandes répercussions au long terme qui rendent un scénario cohérent. J'ai donc choisi de faire avoir un éclair de lucidité aux protestants qui ont eu la superbe idée de plancarder partout leurs affiches insultantes envers les catholiques, et dont les plus éclairés ont eu l'idée astronomiquement bonne de placarder ces mêmes affiches chez François Ier en mode « ça passe crème ». En fait, non. À présent que ce groupe de protestants n'a pas placardé ces affiches, l'histoire commence déjà sa transformation profonde. Les conséquences immédiates de cette action, ou plutôt de sa non-exécution, est une vision plus positive du protestantisme par le pouvoir royal. Ici, François Ier ne crame pas du protestant et ne clame pas haut et fort que la couronne de France se range définitivement du côté catholique. À l'international donc, François Ier soutient plus largement les princes protestants alors en rébellion contre leur empereur, le très catholique Charles Quint, ennemi mortel de François Ier. Il aurait pu découler de ce soutien une fragilisation plus prononcée de l'influence des Habsbourg en Europe. Lors du règne d'Henri II, les guerres d'Italie auraient pu se terminer avec un bilan plus positif pour la France. Dans la réalité, les Français ont fini relativement perdants du traité de Cateau-Cambrésis. Dans ce monde alternatif, on pourrait imaginer une France plus puissante au lendemain des guerres d'Italie, qui aurait pu annexer quelques territoires, en plus de l'Italie et en Allemagne, accélérant le processus de conquête française vers l'Est. Cette modification dans le calendrier de la vie d'Henri II l'aurait sûrement amené à ne pas se trouver à la place qu'il occupait le jour de sa mort, c'est-à-dire dans une joute contre le chevalier anglais Montgomery. Le scénario que ce dernier meurt en 1559 est donc très peu probable dans cette réalité.
Dès lors, cela aurait laissé à Henri II le temps de mieux préparer ses fils à la succession, et ainsi d'éviter qu'un roi de 10 ans règne un jour. Ce scénario permet plus ou moins d'éviter à coup sûr une guerre civile. La monarchie mieux gérée, les conquêtes extérieures réalisées et une unité du royaume conservée, la France de cette réalité alternative se porte beaucoup mieux que dans notre monde, et conserve sans souci son statut de première puissance mondiale. Ce constat serait d'autant plus vrai que les Habsbourg de cette réalité, les grands rivaux des Français, disposent de moins de moyens que dans la réalité due à leur division orchestrée par la France. Sans ces guerres de religion, le royaume de France aurait pu sans souci se tourner vers le Nouveau Monde et coloniser plus massivement l'Amérique. Dans la réalité, des tentatives de colonisation du Brésil, puis de la Floride, ont été entreprises sous la direction de l'amiral de Coligny. Si ces dernières ont échoué, c'est notamment dû aux guerres de religion qui empêchaient tout vrai projet de la couronne à long terme. Ici, la France a des moyens d'entreprendre ces expéditions, d'autant plus que les ennemis de la France sont moins enclins à s'opposer aux Français. C'est ainsi que nous aurions pu assister à la formation d'une Amérique totalement différente que dans la réalité. Une grande partie de l'Amérique du Nord et des Antilles aurait été française, et on peut imaginer pourquoi pas un Brésil entièrement français. Un pays aurait été encore plus limité que dans la réalité. Il s'agit de l'Angleterre. Cette dernière aurait été incapable de rattraper la France, qui a pris une avance considérable dans le développement de leur marine et de leurs colonies. C'est même en partie grâce aux guerres de religion que l'Angleterre a pu commencer à prendre son avance sur les autres puissances maritimes, comme la France, l'Espagne, le Portugal, etc. Retour en France. Celle-ci aurait été ni plus ni moins que la première puissance européenne, dotée de l'armée, la population et le dynamisme le plus élevé. Les protestants français ne fuient pas ici le pays pour offrir leurs services aux autres pays protestants, comme l'Angleterre, la Prusse, etc., freinant ici le développement de ces pays. La famille de Valois aurait pu se maintenir au pouvoir, et malgré l'absence de dirigeants absolus, comme Henri IV, Louis XIII et surtout Louis XIV, la monarchie absolue se serait implantée en France. Mais ce, plus sur le style de François Ier ou d'Henri II. La France aurait ici supplanté en tout point les Habsbourg en Europe et les Anglais dans le monde. Les cartes de l'Amérique et de l'Asie auraient été totalement différentes par rapport à la réalité, et le plus souvent, au profit de la France. J'ai ici élaboré une carte représentant une hypothétique représentation de l'empire colonial français à l'horizon du XVIIIe siècle. Nous observons ici que la France a su s'implanter dans le monde entier, supplantant l'Angleterre et l'Espagne. Au sujet de la Révolution française, cette dernière aurait sûrement pu être évitée dans le monde. La santé économique de la France et l'absence de terribles défaites des derniers rois de France auraient très certainement mis fin aux tensions sociales et politiques. On imaginerait donc, sans souci, qu'une transition pacifiste vers un nouveau régime s'effectuera avec le temps. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, et l'hégémonie française aurait forcément fait des jaloux. On peut alors imaginer une forme d'alliance européenne anti-française, comme ce fut le cas sous Napoléon. Cette alliance aurait pu détruire la France en tant que grande puissance territoriale, mais son héritage culturel et linguistique, lui, aurait perduré dans le monde. De nos jours, de très nombreux pays d'Amérique, d'Afrique et d'Asie parleraient français, et la culture française aurait remplacé la culture anglo-saxonne omniprésente de nos jours. Imaginez donc le visage de ce monde, avec des blockbusters joués par Jean Reno et Christine Lemarchand, des jeunes indiens s'habillant en salopette et en béret en écoutant du Edith Piaf. Bon, je sais ce qu'il nous reste à faire maintenant.